Bonjour à tous. Nous continuons l'histoire de Warcraft au fil des âges en accompagnant la douce Jaina. Nous nous étions arrêtés à la fin de la partie 3 avec les événements du nouveau conseil de Tirisfal et la mort de Aegwynn. On avait déjà parlé des événements du Northrend qui avaient commencé avec l'attaque du roi Lich avec ses nécropoles qui provoquaient les dirigeants, et nous avions dit que l'Alliance et la Horde étaient déjà partis combattre dans le Northrend. Nous avions terminé en disant que l'Alliance et la Horde auraient besoin de Jaina plus que jamais pour éviter une 4e guerre ouverte. Nous allons donc parler de Towards of the Lich King et des événements du prélude au cataclysme. C'est parti! Nous étions sur le point de parler des événements du portail du Kourou. Le portail du Kourou, c'est le nom de l'endroit où l'Alliance et la Horde ont envoyé de hauts représentants et leurs troupes pour aller chercher Arthas et le faire sortir de sa citadelle. Arthas! Le sang de ton père et de ton peuple crie justice! Viens ici, Blood, et réponds de tes crimes! Vous parlez de justice, de lâcheté. Je vais vous montrer la justice du tombeau et ce qu'est vraiment la peur. Mais la reine Banshee Sylvanas va être trahie. Vous pensiez que nous avions oublié, que nous avions pardonné? Contemplez la terrible vengeance des réprouvés. Putrescin a trahi Sylvanas et va lancer ses tonneaux de peste aussi bien sur les morts-vivants que l'Alliance ou la Horde. Mort au fléau et mort aux vivants! Retenez! À cause de lui, Bolvar Fordragon va tomber. Jaina va directement ressentir le drame arriver et va avoir une discussion avec Thrall et Sylvanas. Thrall, qu'est-il arrivé? Le roi prépare la guerre. Jaina, ce qui s'est passé au portail du Kourou, c'était une trahison de l'intérieur. La Horde a perdu Fossoyeuse. Dame Port-Vaillant, le chef de guerre d'Ivray. Ce subterfuge a été monté par Varimatras et le grand apothicaire Putrescin. La Horde n'est pas responsable. Alors que les troupes de la Horde et de l'Alliance lançaient leur assaut conjoint sur le portail du Kourou, il y a eu un soulèvement à Fossoyeuse. Varimatras et des légions de ses frères démons ont assailli la ville. Des centaines d'habitants ont été massacrés pendant l'attaque. J'ai tout juste réussi à m'échapper vivante. Nous préparons maintenant le siège de la ville pour amener les auteurs de ce crime impardonnable devant la justice. Je vais transmettre tout cela au roi Vryn, Thrall, mais Bolvar était un frère pour lui. En l'absence du roi, c'est lui qui a maintenu l'union de l'Alliance. Il a apporté la force à nos peuples dans les heures les plus sombres. Il a veillé sur Anduin et l'a élevé comme son fils. J'ai peur que la colère ne le consume, Thrall. Je garde espoir de faire triompher la raison, mais il faut nous préparer au pire. À la guerre. Si on nous force à entrer en guerre, le roi Lich balayera nos forces divisées en orphandres. Nous allons réparer le mal qui a été fait, Jaina. Répétez à votre roi ce que vous avez appris ici. Au revoir, chef de guerre. Je prie pour que notre prochaine rencontre se fasse en alliés. Les efforts de Jaina lui ont permis d'apprendre la vérité sur l'événement. Elle va comprendre qu'il s'agit là d'une trahison au sein de la Horde et non d'une opposition entre l'Alliance et la Horde. Alors que du côté de Variant, voir quelqu'un comme Bolvar, comme un frère, se faire trahir, il ne va même pas faire la différence entre les réprouvés qui ont trahi la Horde et la Horde elle-même. Pour Variant, c'est une trahison de la Horde. On voit bien par cet exemple que Jaina et Variant ont une vision différente d'une même réalité. Variant se contente de trouver des coupables, et la Horde est un coupable facile, alors que Jaina va prendre le temps de creuser la question, de découvrir la trahison, et de comprendre que la mort de Bolvar n'est qu'un malheureux dégât collatéral. Jaina va beaucoup plus chercher la vérité et tenter de comprendre la Horde.
Enfin, comme l'a bien dit Thrall, la Horde n'a aucun intérêt à ouvrir une guerre contre l'Alliance. Bien sûr, si elle est déclarée, il y répondra, mais avec les troupes déjà occupées en Orphandre, une guerre ouverte permettrait au roi Lich de reprendre trop facilement l'avantage. Les efforts de Jaina pour convaincre Varian sont vains. Varian prépare ses forces pour raser la Horde, et va évidemment commencer par aller voir à Fossoyeuse. Là où Thrall, Sylvanas et la Horde se rendent pour en récupérer le contrôle également. Jaina, fidèle à l'Alliance, va tout de même l'accompagner dans la reprise de Fossoyeuse, dans le but de chasser Varimatras et Putrescent. Évidemment, quand Varian va se rendre compte que la Horde est présente, ça va dégénérer. Voyons donc par vous-même ces quelques images d'archives de la Horde. Les corps de l'Alliance! Ne relâchez pas la garde! Je suis resté absent trop longtemps. Mon absence nous a coûté la vie de certains de nos plus grands héros. La racaille comme vous et cette sorcière maléfique a été libre de hanter le monde, sans opposition. L'heure est venue de redresser ces torts, de mettre un terme à votre royaume d'assassins et de voleurs perfides. Putrescent a été le premier de la liste, beaucoup d'autres suivront. J'attends ce moment depuis longtemps, Thrall. Chaque fois que l'on m'a jeté dans une de vos maudites arènes, chaque fois que j'ai tué une de ces abominations à peau verte comme vous, je ne pensais qu'à une chose. À ce que pourrait être notre monde sans vous et votre horde répugnante. Tout cela s'achève aujourd'hui, chef de guerre. À l'attaque! Pour Hurlevent! Pour Bolvar! Pour Varian, non, arrêtez! Jaina a eu le bon réflexe en gelant tout le monde, puis en téléportant les guerriers de l'Alliance à Hurlevent. Après ces événements-là, la campagne du Northrend continue relativement normalement, avec la chute de Naxxramas, la chute du Tissor, Malygos, et on en arrive à Ulduar. Les événements dont je vais parler ici sont issus du trailer du patch 3.1 Les Secrets d'Ulduar. Je ne peux pas vous le montrer ici pour cause de droit d'auteur, mais je vous invite à le regarder, le lien est dans la description. Ce qui s'y passe, c'est que l'archéologue nain Bran Barbe de Bronze a découvert que Yogg-Saron, un dieu très ancien, a brisé ses liens et s'est évadé de sa prison. Ronin, alors chef du Kirin Tor, a tenté de rassembler les chefs de l'Alliance et de la Horde pour régler le problème. Alors qu'il était occupé à expliquer ce qu'il en est à Varian, Jaina va apercevoir par le balcon Garrosh et Thrall arriver un petit peu plus tôt que prévu et sont occupés à monter les marches de la citadelle violette. Elle va s'excuser brièvement et se téléporte en bas à leur rencontre, dans le but d'éviter une nouvelle confrontation entre les deux, surtout entre Garrosh et Varian. Ils vont quand même monter sans avoir pu être prévenus ni annoncés. Garrosh va clairement insulter Varian qui lui répond instantanément. Ils vont se sauter dessus, arme à la main, jusqu'à ce que Ronin les sépare d'une explosion arcanique. La rencontre va se terminer avec l'assurance de Varian qu'il ne collaborera plus avec la Horde, car il a perdu plus par la Horde que ce que le fléau lui a infligé lors du portail du Kourou. Pour Varian, c'est mort. Plus aucun contact positif avec la Horde. Concernant Ulduar même, Jaina ne participe évidemment pas à l'assaut et on va la retrouver au grand tournoi, enfin au tournoi d'argent, organisé dans le but de sélectionner les meilleurs éléments pour affronter le roi Lich, pour avoir un minimum de pertes qui se relèveraient chez le fléau. Tous les plus grands représentants de l'Alliance et de la Horde sont présents au tournoi, dont Jaina évidemment, mais même si elle ne sera que spectatrice, elle sera présente aux côtés de Varian. En revanche, son rôle sera beaucoup plus important au moment de l'attaque contre la couronne de glace. Je laisse Jaina vous expliquer. L'attention du roi Lich est portée vers la grande porte. Nous allons pouvoir nous infiltrer par le côté, pour découvrir les informations qui nous permettront de vaincre le fléau une bonne fois pour toutes. Les agents du SI7 du roi Varian ont appris que le sanctuaire personnel du roi Lich se trouve au fin fond d'un endroit appelé la salle des reflets. Nous allons nous frayer un chemin dans cette horrible dédale et trouver un moyen de pénétrer dans la salle des reflets. Je sens qu'elle abrite une puissante magie. Une magie qui pourrait être la clé de la destruction du fléau. Jaina veut trouver une faiblesse chez le roi Lich, voire même une éventuelle rédemption.
Sur le chemin, difficile, vers les salles de reflets, une grande partie de ses forces vont être massacrées par surprise par Sindragosa, la reine des wyrms de glace du roi Lich. Je n'ai pas pu les sauver. Sois maudit, Arthas! Sois maudit! Pour Jaina, chaque vie perdue est une grande défaite. Elle me fait fort penser à Alexstrasza. Jaina va donc entrer dans les salles des reflets et y découvrir Deuil Givre, et va tenter de communiquer avec les âmes qu'elle a capturées. À sa grande surprise, elle tombera sur Uther, le porteur de lumière. Jaina revit de bien lourds souvenirs en voyant l'épée qui a détruit son royaume, et l'épée de son premier et unique amour en même temps. En plus, Jaina espère toujours discuter avec Arthas, voire même essayer de le raisonner. Uther la prévient clairement, c'est peine perdue. Ce qui reste d'Arthas n'est que futile dans l'esprit du roi Lich. Ça ne suffira pas à la convaincre, Jaina va rester entêtée, toujours à garder espoir, à chercher les solutions pacifiques. Elle veut essayer de le raisonner. On sent encore bien les sentiments de Jaina. Voyez plutôt. Uther, dites-moi comment. Comment détruire mon prince? Et encore après toutes les mises en garde de Uther, Jaina va persister. Alors il reste peut-être un espoir. Le roi Lich va faire irruption dans la salle, récupérer son épée et renvoyant par la même occasion Uther dedans, puis va invoquer Falric et Marwyn, deux fidèles capitaines, auprès de qui Jaina a déjà combattu, de leur vivant. Ils étaient là quand Arthas et elle ont enquêté, il y a longtemps, sur le fléau. Du coup, elle va devoir affronter, en version mort-vivante, ceux avec qui elle a combattu avant. Mais plutôt que de s'en occuper, elle va poursuivre le roi Lich pendant que ses alliés s'occupent des capitaines. On la retrouve au bord de la défaite, aux prises avec son ancien amour qui l'attaque sauvagement, la faisant réaliser avec grand-peine qu'Uther avait bien raison. C'est le cœur brisé qu'elle sera forcée de prendre la fuite et d'être sauvée par la canonnière de l'Alliance. Elle accompagnera alors son roi, Varian, dans la citadelle de la couronne de glace. Écartez-vous, Muradin. Laissez passer un père éploré. Ce n'est rien, votre majesté. C'est juste que je suis fière de mon roi. Jaina sera tout émue quand Varian va permettre au haut seigneur Sorcroc de venir récupérer le corps de son fils pour son deuil, ce qui n'est pas du tout dans l'esprit de Varian. Varian sait ce que ça fait de perdre son fils. Il pensait l'avoir perdu déjà par le passé, mais non. Jaina ne participera pas plus que ça aux événements de la citadelle de la couronne de glace et va plutôt rester avec les dirigeants. Le dernier événement dont on va parler concernant Arthas, c'est après sa mort. Dans la quête légendaire pour Deuil l'ombre, on va lui ramener son médaillon à Jaina. Qu'est-ce que c'est? Il l'a conservé. Tout ce temps, il l'avait conservé. Je le savais. Je sentais qu'une part de lui restait en vie, emprisonnée, résistante. Arthas. Peut-être qu'un jour il se rappellera de ce qu'il fut. Et ses derniers mots pour lui seront: Par la lumière, puisse-t-il enfin reposer en paix, libéré de l'étreinte glaciale de cette maudite lame. On voit que, jusqu'au bout, Jaina aura gardé espoir, même quand tout semblait perdu, même après sa mort, même après tout ce qu'il a fait, elle va continuer à chercher le côté positif. On enchaîne avec les événements du prélude au cataclysme, lorsque Jaina va se rendre à Hurlevent pour participer à la cérémonie en hommage à tous ceux qui sont tombés durant la guerre contre le roi Lich. Pendant la cérémonie, un rapport arrive informant Varian et Jaina qu'une caravane elfe de la nuit a subi une attaque brutale dans Rhoneval. Varian va immédiatement prévoir une réponse cinglante pour couper court aux tensions croissantes entre l'Alliance et la Horde. Heureusement, Jaina, pacifique plus que convaincue, a réussi à convaincre Varian de prendre sa décision en considération et de poursuivre vers une solution plus diplomatique. Elle lui rappelle que même lui n'arrive pas toujours à contrôler son peuple comme le prouvent les Défias. Au final, c'était bien Jaina qui avait raison, puisque la Horde n'a jamais commandité d'attaque. En réponse à cette petite pique,
Varian s'est fait un plaisir de répondre que Jaina avait une tendance à accorder sa confiance aux mauvaises personnes, comme en témoigne Arthas. Après la discussion, Jaina part voir Anduin, avec qui elle s'entend particulièrement bien. D'ailleurs, Anduin ne va pas tarder à l'appeler sa tante, et elle, plus rarement, son neveu. Pour ceux qui doutent, il n'y a aucun lien familial, hein. Ça vous dit à quel point ils sont proches. Varian a donné à Jaina la permission de s'occuper d'Anduin en son absence. Elle lui donnera une pierre de foyer, liée à Terra Mort, pour qu'il puisse passer la voir facilement, quand il le veut. Un peu plus tard, Jaina a secrètement rencontré Thrall, qui est toujours chef de guerre, et va tenter d'avoir une explication de ce flagrant viol du traité de paix. Effectivement, Thrall n'a jamais ordonné de telles attaques. Elles sont en effet l'œuvre du marteau du crépuscule, un groupuscule qui a pour but de semer le trouble et le chaos, entre autres entre l'Alliance et la Horde. Pour ceux qui veulent faire plus de liens, le marteau du crépuscule, c'est le même culte que Cho'Gall, hein. Elle va dire à Thrall que Varian exige que la Horde condamne l'attaque publiquement et qu'il fasse traîner les coupables devant la justice de l'Alliance pour montrer la bonne foi de la Horde à continuer les relations diplomatiques avec l'Alliance. Mais Thrall ne peut se permettre de condamner publiquement sans preuve, d'autant plus que ça risque d'affecter énormément le moral de la Horde. Même si Jaina comprend bien la position de Thrall, elle va l'implorer de trouver un moyen d'au moins satisfaire un minimum les exigences de l'Alliance pour éviter de replonger les deux factions dans la guerre. Thrall et Jaina sont vraiment les deux piliers qui retiennent une guerre totale d'éclater entre l'Alliance et la Horde. Pour bien comprendre la suite de Jaina, qui sera étroitement liée au Tauren, il faut bien comprendre ce qui leur est arrivé à cette période. Je vous préviens, les événements vont s'accélérer. Du côté de la Horde, les choses vont se gâter. Garrosh va devenir chef de guerre. Rien que ça suffit. Et il va combattre Cairn dans un duel à mort, une Mak'gora, parce que Cairn n'en peut plus des agissements de Garrosh. Autant le combat était clairement à l'avantage de Cairn, le grand chef des Tauren, autant à la moindre blessure superficielle qu'il va subir de Hurle-Sang, la hache de Garrosh, il va être empoisonné et être achevé facilement. Hurle-Sang a été enduite d'un poison violent. C'est Magatha, chef du clan des Totems Sinistres, c'est un clan rival des Sabots de Sang, qui l'a empoisonné. Normalement, pour ce genre de duel à mort, un chaman enchante les armes pour le combat, mais elle n'a pas été enchantée d'une huile de chaman, mais l'a enduite d'un poison bien violent. Cairn est mort. Dès la mort de Cairn, Magatha va provoquer un soulèvement au Python du Tonnerre. Le fils de Cairn, Ben, juste devenu grand chef à la mort de son père, va être recueilli à Terra Mort par Jaina. Précisément en même temps, en parallèle, il y a les événements de Forgefer. Je parle bien sûr des nains sombrefer qui tentent d'attaquer Forgefer pour revendiquer le trône après la mort de Magni. Ça va, vous suivez toujours? Sinon faites une pause, hein, prenez un café. Il se trouve que pendant que Forgefer est attaqué, Anduin était en voyage sur place, et il va utiliser la pierre de foyer que Jaina lui a donnée pour se retrouver à Terra Mort, pile pendant que Ben est là. Du coup, Jaina, qui était bien tranquille, posée chez elle à prendre son thé, on vient l'embêter avec d'un côté Ben et ses problèmes des Pythons du Tonnerre, qui n'en a plus le contrôle, et d'un autre côté Anduin qui vient « Bonjour !» Réaction réflexe en situation de crise. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose autour d'une table et on invoque un peu plus de thé pour les nouveaux arrivants. Ils vont discuter, tranquillement. Ben et Anduin vont même carrément sympathiser. Genre, hey, trop cool, en tant que fils de dirigeant, j'ai vécu la même situation. Puisque Ben est le fils de Cairn et Anduin le fils de Varian. Bref, ils s'éclatent, ils pensent à autre chose, ils sympathisent. Ils vont d'ailleurs tellement bien s'entendre que, vers la fin de la discussion, Anduin va offrir son marteau, qui s'appelle Brisper, à Ben. Selon le prince, la masse l'a choisi, comme elle avait choisi Anduin. Donc il va donner son marteau, qui est extrêmement précieux, à Ben. Jaina, de son côté, va secrètement venir en aide à Ben, en débloquant des fonds intraçables de Terra Mort, pour acheter du matériel et des services aux gobelins de Cabestan, qui sont normalement neutres. En résumé, Jaina a donné beaucoup d'argent à la Horde pour qu'elle récupère une de ses capitales. C'est le genre de truc qu'on va éviter de dire, hein. Heureusement que Varian n'était pas au courant, il le prendrait assez mal.
Petit message pour ceux qui connaissent l'histoire du roman Crime de guerre. Je sais bien ce qui s'y passe, mais ne spoilez pas en commentaire, s'il vous plaît. Enfin, Jaina va apprendre à Anduin que son père va couper court à l'attaque de Moira. Couper court, quand on parle d'un nain, c'est lui couper la tête, hein. Varian est en route pour Forgefer, avec une troupe du SI-7, les assassins d'élite de Hurlevent. Anduin, qui était sur place, a été témoin des événements. C'est vrai que les Sombrefers ne sont pas fort aimés à Forgefer, mais Anduin estime qu'elle a raison de revendiquer le trône, et ce n'est pas eux qui ont apporté la guerre. Il va demander à partir pour essayer de résoudre ce conflit en trouvant une solution plus diplomatique. Des diplomates, il y en a 3, c'est pas compliqué. Il y a Thrall, il y a Jaina et Anduin. Faut pas chercher plus loin, il n'y en a pas d'autres. Anduin, aussi partisan de la paix, va convaincre Jaina de lui ouvrir un portail, dans le but qu'il arrête son père. D'autant qu'une des motivations principales de Varian est de savoir que son fils est dans la ville assiégée. Et Anduin va réussir à l'arrêter. Les Sombrefers vont simplement rejoindre l'Alliance, et c'est comme ça que se forme le Conseil des Trois Marteaux, avec les 3 clans qui vont diriger ensemble la cité. Évidemment, je reviendrai en détail sur ces événements, parce que le rôle de Jaina y est à présent terminé. Durant le cataclysme proprement dit, mis à part le fait que Jaina soit forcée de répondre aux offensives militaires de Garrosh, on ne peut pas dire qu'elle soit spécialement impliquée dans les événements. À part bien sûr pour le mariage de Thrall, auquel elle assistera puisque Thrall est parti en Agrande, y a rencontré sa femme et ils vont se marier. Du coup, Jaina va évidemment participer à ce mariage. Vous pouvez vous douter qu'avec Garrosh, chef de guerre, et sa soif de conquête insatiable, il ne va pas laisser Jaina en paix. Elle représente la seule ville fortifiée, le seul bastion de l'Alliance sur son continent. Et croyez-moi, ça ne va pas lui plaire. Mais ça, c'est pour la partie 5. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre ces histoires. Je vous invite à me suivre sur Facebook, où je publierai des sondages pour avoir votre avis pour améliorer la chaîne prochainement. Bien sûr, si elle t'a plu, pense à pouce bleu. Si t'as pas aimé, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Et surtout, partage la vidéo pour que tes amis découvrent Warcraft. C'est beaucoup plus cool et construit que ce qu'ils croient. Et enfin, abonne-toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.